Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce rendez-vous Becquerel intitulé donc Regard croisé, activité physique et cancer. Donc avec le docteur Rigal, qui est oncologue et chef de service au centre, et du coup moi-même, kinésithérapeute en charge de la coordination de l'activité physique. On voulait vraiment mettre en valeur la pratique de l'activité en physique en oncologie grâce à différentes structures. Donc le rôle au quotidien de chacun des orateurs que vous entendrez ce soir, mais aussi de la plupart d'entre vous présents dans la salle, dans le monde du sport santé, permet aujourd'hui d'offrir un parcours de soins dont l'activité physique adaptée fait partie. Les limites du temps de cette soirée nous ont conduits à partager un tout petit exemple de dispositif, de professionnels et de récits personnels, pour illustrer ces parcours. Je fais donc appel à votre compréhension et votre bienveillance envers les personnes qui ont accepté cette mission de témoignage. Nous aurons également le plaisir, avec tous les intervenants, de se retrouver et de poursuivre les échanges lors d'un temps convivial au premier étage juste après. Nous voulons remercier les partenaires qui ont permis de réaliser cette soirée. Tout d'abord, nous allons commencer avec le docteur Rigal qui nous présentera les bénéfices de l'activité physique. Ensuite, nous aurons différents orateurs qui nous présenteront les bénéfices de l'activité physique et les différents dispositifs pour y accéder. Et puis nous finirons par une projection sur le nouvel espace du Centre Henri Becquerel où nous avons envie de construire avec vous. Merci. Donc, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir ce soir donc, pour cette formation, mais qui est avant tout un temps d'échange, comme vous l'a dit Elise. Donc, merci d'être venus, nombreux. Merci pour ceux qui suivent également en distanciel. Et puis, je remercie Elise qui a porté une grosse partie de la formation, même quasiment la totalité. Voilà, elle m'a dit, tu commenceras, tu feras ça, et puis voilà. Donc, j'obéis, voilà, j'obéis. Mais voilà, en tout cas, ça va être l'occasion d'échanges. Et on voulait commencer par une sorte d'introduction pour remettre un peu les choses en perspective. Là, finalement, d'où on est parti et là où on en est aujourd'hui sur cette thématique, qui paraît assez évidente aujourd'hui, mais ça n'a pas été toujours le cas. Les plus anciens d'entre nous savent que c'est un sujet qui a mis un peu de temps à s'installer et qui aujourd'hui connaît un essor extrêmement important. Alors, je dois être pressé de partir en vacances, que j'ai mis que la date, c'était au mois de juillet. Mais bon, pour dire qu'aujourd'hui, quelques données épidémiologiques rapidement, il y a à peu près 430 000 nouveaux cas de cancer par an qui sont diagnostiqués donc, en France. Toujours une majorité d'hommes, et ça représente 157 000 décès par an à peu près. Le chiffre intéressant, ça va être celui des 3,8, des 4 millions de personnes finalement qui vivent avec un cancer, donc soit des personnes qui ont un cancer en cours de traitement, un cancer actif, ou des personnes qui sont en rémission, voire guéries de leur cancer. Heureusement, il y en a de plus en plus. Et qui vont vivre, donc, pour un certain nombre d'entre eux, avec les effets secondaires de la maladie et des traitements. Et on sait que c'est des choses qui peuvent impacter au long cours, que ce soit la fatigue, le déconditionnement physique, les conséquences psychologiques, sociales sur le travail, ainsi de suite. L'inactivité physique va aggraver en fait un certain nombre d'effets secondaires liés au cancer et liés au traitement du cancer. Et on va voir également que l'inactivité, enfin on ne le verra pas, mais que l'inactivité, on verra au contraire que l'activité peut avoir un bénéfice en termes du réduction possible du risque de récidive. Donc clairement, l'activité physique et l'activité physique adaptée s'est imposée, je dirais, comme une réponse thérapeutique non médicamenteuse de premier plan aujourd'hui. Alors, pour les plus anciens, mais pas uniquement, pour vous dire qu'on part de très très loin, parce que finalement, on voit apparaître la notion qu'il est possible de faire une activité physique à des patients atteints de cancer, c'est lors d'un symposium en 1981. Il faut attendre 1986 pour avoir une première étude où vraiment on est sur quelque chose d'extrêmement novateur, où l'activité physique pourrait être une intervention thérapeutique, réhabilitative chez des patients atteints de cancer. Et la première étude publiée, c'est 1989, ce qui est quand même relativement récent. Et on va voir au cours, finalement, début des années 2000, apparaître les premières études, je dirais, qui ont été fondatrices, des études modernes sur lesquelles on s'est progressivement appuyé pour aller vers la proposition, donc auprès des patients, de pratiquer
une activité physique, donc adaptée au cours et après les traitements. Et puis vraiment, on voit sur les dernières années, les dernières décennies, s'intensifier à la fois les recommandations, les faits référentiels qui s'appuient sur des études aujourd'hui scientifiques, je dirais parfaitement menées comme on a avec des médicaments. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les recommandations, on commence à en avoir aujourd'hui un certain nombre, des recommandations donc nationales, internationales. Vous avez notamment le Collège américain de médecine du sport qui avait publié en 2010 ses premières recommandations, actualisées, réactualisées en 2019 et qui sont extrêmement en fait importantes parce qu'elles établissent la possibilité de prescrire en quelque sorte l'activité physique adaptée comme une sorte de traitement, un médicament dans lequel vous aurez un temps pendant lequel l'activité va être prescrite, réalisée, une fréquence, une intensité et un type d'activité physique qui sera différent, aérobie, anaérobie, combiné. Et puis les modalités de mise en œuvre dès le début, pendant les traitements et après les traitements. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec pour la première fois donc des prescriptions ciblées avec des objectifs en fait extrêmement spécifiques. Et vous avez représenté, c'est toujours aventureux quand on essaie d'appuyer sur ces boutons, mais ici représenté en fonction de finalement ce sur quoi vous voulez agir, c'est-à-dire la fatigue, améliorer la qualité de vie, améliorer les paramètres physiques, diminuer l'anxiété, améliorer la dépression, réduire le risque de lymphœdème, avec un niveau de preuve élevé. Vous voyez détaillé en fait en fonction du type d'exercice, aérobie, résistance ou la combinaison, je dirais, l'intensité, la fréquence proposée, encore une fois, comme une sorte de médicament. Donc, c'est vraiment des référentiels extrêmement importants et applicables, avec des choses qui, pour l'instant, d'autres choses qui sont des évidences plus modérées, comme on l'a sur, par exemple, les troubles du sommeil ou autres. Repris également des recommandations, donc là aussi au niveau international. Donc il a fallu voir un peu de temps pour voir arriver, je dirais, des études et des recommandations dans des congrès de cancérologie. Là, vous avez en fait la société donc américaine d'oncologie clinique qui a établi des référentiels donc récemment en 2022 qui clairement recommande aux oncologues de prescrire une activité physique plus souvent combinée pendant les traitements actifs, donc les traitements actifs donc à visée curative pour diminuer les effets secondaires en fait des traitements du cancer. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est recommandé aujourd'hui finalement dès le début de la prise en charge du cancer. En termes de niveau de preuve, ce qui aujourd'hui est vraiment démontré comme ayant une efficacité tout à fait significative, vous avez en premier lieu la fatigue. Le meilleur traitement de la fatigue lié en fait à la maladie, lié au traitement, ça va être la pratique d'une activité physique avec un niveau de preuve extrêmement robuste. Les bénéfices psychologiques, donc on sait que ça améliore la qualité de vie, on sait que ça diminue l'anxiété, que ça diminue le risque de dépression, ça améliore les capacités respiratoires, cardiaques et musculaires, donc ça améliore les capacités physiques, ça paraît assez évident, mais encore fallait-il le démontrer. Donc ça prévient en quelque sorte le déconditionnement physique et ça le corrige. On sait que ce déconditionnement physique, il va apparaître de manière très précoce, il apparaît même de manière assez souvent, donc avant finalement le diagnostic de cancer. Et ça va être important de lutter sur ce déconditionnement. On améliore des paramètres tels que la VO2 max, ça parlera à certains, la vitesse de marche, on améliore la masse musculaire, on améliore la masse mec, et on diminue au contraire la masse grasse. Et puis également tout un chapitre extrêmement important qui va être la réduction des complications périopératoires et tout un nouveau chapitre qui s'ouvre sur la préhabilitation. Là aussi, avec des études qui sortent et qui s'étoffent de plus en plus sur l'intérêt accompagner le temps chirurgical, qui peut être un temps dans lequel il y a des morbidités qui peuvent apparaître. On a démontré, notamment dans certaines situations, que ça diminuait les complications post-opératoires et ça diminuait les durées d'hospitalisation, ce qui a un intérêt. Une autre chose dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, c'est peut-être un moteur, je dirais, assez fort auprès des patients, ça va être l'impact que ça peut avoir sur la diminution du risque de récidive et un bénéfice attendu en survie. Là, il faut attendre, comme je vous l'ai dit, le début des années 2000 pour voir les premières études qui commençaient à parler d'un bénéfice. Alors, c'est des études sur lesquelles parfois il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir des biais. C'est des études complexes à mettre en œuvre parce qu'il va falloir observer pendant plusieurs années le niveau de pratique d'activité physique pour voir quels vont être les bénéfices. Donc voilà, c'est des études qui parfois sont hétérogènes, mais
pas mal d'études aujourd'hui sont publiées. Et là, vous avez cette méta-analyse récente qui se base sur 1,5 million de patients, qui montre que dans certaines situations, en fait, on va avoir un bénéfice, notamment sur le cancer du sein, avec une réduction tout à fait significative du risque de récidive, avec une amélioration, donc diminution de la mortalité liée au cancer. On observe des choses un peu similaires dans le cancer colorectal, la prostate, le poumon. Voilà, alors c'est un message important. C'est vrai que parfois, il faut quand même aussi être vigilant auprès des patients, parce que voilà, c'est des résultats qui s'appliquent de manière globale, à titre individuel. On sait que les choses peuvent être différentes. Une étude qui a été publiée l'année dernière, je vais passer assez rapidement, mais juste pour vous dire que c'est vraiment important cette étude parce que c'est une étude en fait qui a été menée auprès de patients donc opérés d'un cancer du côlon et qui a été publiée dans une étude particulièrement remarquable au niveau médical, au niveau scientifique. C'est le New England Journal of Medicine, donc c'est vraiment, je dirais, un niveau très très élevé. Et il était donc proposé à des patients opérés pour en fait un cancer du côlon qui recevaient une chimiothérapie dans les suites du cancer du côlon. Et ils devaient avoir terminé la chimiothérapie. C'est une étude un petit peu ancienne, donc par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de faire pendant les traitements, là, c'était plutôt après les traitements. Et chose extrêmement importante, pour que ce soit, je dirais, une étude d'un point de vue qualitatif qui soit tout à fait appréciable et sur lequel il n'y ait pas de critique, c'était randomisé, c'est-à-dire qu'il y avait en fait un tirage au sort entre un bras exercice physique adapté, avec remise de matériel éducatif donc à la santé, et puis un bras où finalement il n'y avait pas d'activité physique adaptée proposée, les patients faisaient ce qu'ils voulaient et on leur remettait en fait du matériel d'éducation avec de l'information sur le fait que voilà, il fallait avoir une activité physique, il fallait faire attention à ce qu'on mangeait. L'objectif principal, c'est la survie sans rechute, c'est-à-dire qu'on regarde le pourcentage de patients qui dans la durée en fait vont rechuter ou ne vont pas rechuter. Donc c'était quasiment 900 patients avec des cancers du côlon on va dire localement avancé. Je passe rapidement, mais pour vous dire que dans le bras activité physique adaptée, en fait, les patients étaient suivis pendant 3 ans, ce qui est quand même long, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement pour je dirais, être accompagné pendant 3 ans. Et l'objectif, c'était d'augmenter en fait, le niveau d'activité physique par rapport au niveau, je dirais, en quelque sorte de base, d'à peu près de 2h30 par semaine d'une activité physique aérobie modérée, c'est-à-dire plutôt le vélo, la marche, voilà. On a un suivi moyen, c'est-à-dire qu'on a un recul de quasiment 8 ans sur cette étude. Et rapidement, pour vous montrer, donc il y avait différentes phases dans la mise en œuvre de l'activité physique adaptée et qu'on avait plutôt un taux d'adhésion. Alors, le phase 3, c'était au-delà des 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même, les patients sont restés dans une pratique d'activité physique qui était tout à fait optimale. Résultat extrêmement important, c'est on a un bénéfice, c'est-à-dire que en fait, on va diminuer le risque de récidive dans le bras activité physique adaptée, parce que là, vous avez en fait le pourcentage de patients en fait qui ne récidivent pas, et donc vous voyez qu'il y a une différence entre le groupe activité physique adaptée et le groupe éducation. Il y a plus de récidives en fait ici dans le bras éducation, donc un bénéfice sur cet objectif. Et aussi quelque chose qui était extrêmement important, c'est qu'on a vu qu'on améliorait également en fait la survie globale, c'est-à-dire qu'il y avait moins de décès en fait dans le bras activité physique adaptée que dans le bras standard, le bras observation. Donc vraiment, c'est une étude qui a fait beaucoup de bruit, à la fois auprès des oncologues qui prennent en charge des patients atteints de cancer du côlon, mais également auprès, je dirais, des personnes qui exercent en activité physique adaptée, parce qu'on est vraiment sur une étude qui est tout à fait remarquable et qui a bousculé quand même, qui bouscule les choses sur l'intérêt à pratiquer et sur l'impact que ça a, vous avez vu au niveau clinique, qui fait que quelque part l'activité physique devient un traitement standard, quasiment au même titre que la chimiothérapie. Vous avez vu l'importance et l'importance de l'adhérence. Clairement, il faut rentrer dans l'activité physique, et on en reparlera, et puis maintenir la pratique. Ça pose des questions également sur les organisations, sur les systèmes de santé, de pouvoir, et ça sera le sujet de la soirée, sur comment en fait les patients peuvent être pris en charge et pratiquer cette activité. Et puis il y a probablement aussi des choses à évaluer en termes d'économie de la santé. Clairement, vous voyez qu'il y a moins de récidives, il y a un bénéfice sur la survie. Donc c'est des choses extrêmement importantes. Un autre chapitre, mais très très rapidement, c'est que tous ces bénéfices qu'on observe
aujourd'hui, que ce soit sur diminution des symptômes liés à la maladie, diminution des effets secondaires liés au traitement et les bénéfices qu'on a en termes de réduction du risque de récidive, on commence à avoir des pistes qui expliquent pourquoi en fait on observe en fait ces bénéfices, et avec des choses alors qui sont un peu compliquées, mais vous avez au centre de tout ça le muscle, les muscles, bien évidemment, vous avez le système immunitaire qui intervient, le tissu adipeux, le foie, le cerveau, le cœur, et puis l'environnement tumoral, donc à la fois les cellules tumorales et l'environnement qu'il y a tout autour, hein, l'environnement qu'on appelle micro-environnement tumoral, avec une importance des cellules du système immunitaire et l'inflammation. Il y a des choses qui commencent à expliquer en fait les bénéfices, donc ça c'est tout un axe de travail. Il y a des freins. Alors, je mets les freins, mais c'est vrai qu'il y a alors les choses là aussi, hein, on considère avancées, mais il y a encore des freins. Il y a des freins qui vont être liés au patient sur ce que le patient en fait va avoir comme symptômes et qui peuvent être des freins sur la pratique de l'activité physique. Le manque de motivation sur lequel il faudra travailler. C'est vrai que si vous avez un syndrome dépressif, s'il y a un isolement social, c'est des choses qui peuvent en fait limiter la possibilité de pratiquer. La peur pour le patient de se blesser, d'aggraver la maladie, la peur de dépasser ses capacités physiques, et là ça va être tout le travail qui va être fait par l'encadrant en activité physique adaptée, les inégalités sociales et territoriales qui vont peser aussi fortement sur la possibilité, hein, clairement, il y a des patients pour lesquels ça n'apparaît pas être une priorité, je dirais, dans ce qu'ils ont à vivre par rapport à la maladie, par rapport au traitement, par rapport à leur situation sociale, et c'est vers ça aussi qu'il faudra également accompagner les patients. La parole à Lisa Falquero qui va vous présenter ce réseau Onco-Normandie. Merci. Merci Élise. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter l'association Onco-Normandie et les différents dispositifs de prise en charge, notamment celui sur l'activité physique adaptée, qui est la thématique de ce jour. Onco-Normandie, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de loi 1901 qui regroupe plusieurs structures de coordination autour de la thématique du cancer en région Normandie, avec notamment depuis janvier 2026, le centre de dépistage de Normandie qui s'est rattaché à Onco-Normandie. Il y a également le DSRC, le dispositif spécifique régional du cancer, anciennement Réseau régional de cancérologie, qui est rattaché à Onco-Normandie, et également l'unité l'UCOG, l'unité oncogériatrique, qui est rattachée également sous cette association. Nous avons également des équipes support qui travaillent conjointement avec les différentes équipes métiers pour mettre en place tous les projets que l'on propose au sein de notre association. On est vraiment une association qui est dédiée aux professionnels de santé pour vraiment améliorer le parcours de soins des patients à tout moment de leur parcours, et l'idée c'est vraiment de proposer une prise en charge qualitative au plus proche de leur lieu de vie, peu importe leur âge et le moment de leur prise en charge. Plus spécifiquement concernant le DSRC, les différents objectifs et missions que l'on a au sein de ce DSRC sont présentes juste ici, mais celle à retenir pour la présentation de ce soir, c'est notamment le fait qu'on propose des temps d'information, de sensibilisation assez régulièrement auprès des professionnels de santé pour mettre en avant tous les supports que l'on peut proposer aux professionnels pour les accompagner dans leur pratique au quotidien, pour accompagner les patients. On a également un annuaire régional sur les soins oncologiques de support qui est accessible sur notre site internet Onco-Normandie, où vous pouvez retrouver tous les professionnels, que ce soit en établissement de santé ou en ville, qui interviennent tout au long du parcours de soins du patient. Et vous avez notamment les autres missions qu'on peut proposer qui sont assez diverses et variées. Au sein du DSRC, pour information, on a également des équipes de coordination sur des publics bien spécifiques qui sont également la pédiatrie avec le dispositif PON, et sur le volet adolescents, jeunes adultes, on a également un dispositif de coordination avec le dispositif DRACAJA. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des accompagnements pour tous les patients dès le plus jeune âge, et on a également un volet sur la recherche clinique. Vous pouvez du coup retrouver sur notre
site internet Onco-Normandie les différentes informations qui pourraient éventuellement vous intéresser avec l'annuaire régional comme je vous ai évoqué tout à l'heure. On a également un espace documentaire accessible à tous les professionnels de santé et on travaille vraiment avec les établissements de santé et les professionnels et acteurs de ville, que ce soit les DAC, les CPTS, les libéraux, pour essayer de faire le lien justement entre la ville et l'hôpital qui est très important dans le parcours de soins du patient. On organise également plusieurs événements au sein d'Onco-Normandie, des événements dédiés aux soins oncologiques de support, des journées thématiques comme l'événement Normandie Sport contre le cancer sur l'activité physique adaptée ou encore des webinaires d'information comme cancer et sexualité qui aura lieu prochainement et également chaque année une journée dédiée à Onco-Normandie, Onco & Co qui a lieu au mois de juin et qui est d'ailleurs ce jeudi. Et pour terminer, on organise également des sensibilisations, dont une plus particulièrement sur l'activité physique adaptée qui a lieu chaque année avec les UFR STAPS de Caen et de Rouen pour sensibiliser justement les enseignants en activité physique adaptée et les éducateurs sportifs aux bienfaits de l'activité physique adaptée et comment prendre en charge ces publics. On va maintenant passer à la deuxième partie sur les dispositifs régionaux et notamment le dispositif qui va vous intéresser, celui du dispositif IMAPAC. C'est un dispositif de prise en charge qui est proposé en région avec le soutien de la Ligue contre le cancer avec les 5 comités départementaux. C'est un dispositif qui est sur prescription médicale. Comme tout à l'heure, on vous le disait, hein, l'assurance maladie ne prend pas en charge les séances d'activité physique adaptée malgré que ce soit sur prescription médicale. Donc en région, on a un dispositif qui est proposé pour les patients pendant leur traitement et jusqu'à 1 an après la fin de leur traitement conventionnel où ils peuvent bénéficier du coup d'un accompagnement sur 2 mois de prise en charge avec des structures et associations sportives avec lesquelles on a conventionné et qui leur permettent du coup de bénéficier d'un accompagnement qui est gratuit pendant leur traitement. On a environ 800 bénéficiaires par an qui peuvent bénéficier, qui ont bénéficié de ce dispositif sur l'année 2025. On essaie continuellement de conventionner avec des nouvelles structures et associations sportives pour essayer d'avoir une pratique qui est proposée aux patients au plus proche de leur domicile pour éviter de faire trop de temps de trajet, ce qui peut limiter la pratique d'activité. Donc comme vous pouvez le voir, on a 85% de la population qui a accès à une structure à moins de 15 minutes de leur domicile. Une petite variante à IMAPAC, c'est IMAPAC DOM. C'est un dispositif de prise en charge qui est proposé au domicile des patients, qui est proposé par l'association Ciel Bleu, qui permet de faire bénéficier à certaines personnes qui ont des difficultés de transport, de mobilité ou des problèmes d'estime de soi liés à la maladie, de bénéficier d'une prise en charge d'1 mois au domicile avec Ciel Bleu qui vient directement chez la personne effectuer des séances en activité physique adaptée et que par la suite, ils puissent continuer la prise en charge IMAPAC en collective pour qu'il y ait vraiment une poursuite d'activité physique adaptée. Un autre dispositif que l'on porte en région, c'est le dispositif NutriPack sur l'accompagnement diététique. C'est un dispositif qui est proposé cette fois-ci uniquement pendant les traitements du cancer. C'est sur prescription médicale également. Et c'est pour toutes les personnes atteintes d'un cancer en cours de traitement. On a conventionné avec des diététiciens libéraux qui ont fait une formation cancer et diététique et qui sont habilités à prendre en charge ces publics et ils peuvent bénéficier du coup de 3 heures de consultation pendant leur traitement. Et un dernier dispositif qu'on voulait également vous présenter ce soir, c'est un dispositif qui est porté par l'Agence régionale de santé et Onco-Normandie a pour mission vraiment de coordonner le parcours PARSAC sur le territoire de la Normandie, qui est un dispositif qui est porté par des structures locales. Dans votre secteur, il y a l'IRMS qui coordonne le parcours PARSAC, également la Ligue contre le cancer 60
76 par exemple, qui propose du coup ce dispositif pendant, c'est assez récent, avant c'était uniquement dans l'après-cancer, il y a des décrets qui sont sortis récemment pour proposer du coup cet accompagnement pendant et après les cancers, où les personnes peuvent bénéficier d'un bilan en activité physique adaptée et ou un bilan et des consultations diététiques et psychologiques en fonction de leurs besoins. Donc c'est vraiment personnalisable pour chaque patient. Donc voilà un petit peu l'ensemble des dispositifs régionaux qui existent et on pourra en échanger tout à l'heure pendant le temps d'échange. Merci beaucoup Lisa pour la présentation. Du coup, pour introduire la présentation suivante, où ce sera deux associations, une association sportive et un enseignant d'une maison sport santé, on avait une petite question pour vous. Est-ce que vous arriverez à imaginer le nombre d'associations sportives en Seine-Maritime et en Eure qui accueillent des patients aujourd'hui ayant un parcours de soins en oncologie? À peu près combien de structures il y aurait en Seine-Maritime et en Eure? Un chiffre, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas dans le cadre d'IMAPAC, donc de ce que Lisa a présenté. On a 110 conventions en Seine-Maritime et en Eure, donc 77 en Seine-Maritime, 33 en Eure et 212 en Normandie en général. Donc c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et pour illustrer une association sportive donc, qui accueille des patients dans le cadre d'un parcours de soins en oncologie, je vais passer la main à Maëlle et du coup qui sera accompagnée d'Alice. Ça fonctionne? Ouais. Bonjour, donc moi je m'appelle Maël, je suis là pour représenter le monde associatif, je suis salarié d'une association et on a monté un programme d'activité physique adaptée qui s'appelle Jeux Santé et Match au sein de notre association. Donc l'association c'est le Mont-Saint-Aignan Tennis Club, on est dans l'agglomération nord de Rouen et c'est une association qui regroupe plus de 1000 licenciés. Et on a différentes façons de pratiquer le tennis. On a des cours de tennis traditionnels pour les jeunes, les adultes. On a du sport-études, du tennis à l'école, du tennis à l'école, du sport et handicap. Mais on a aussi le tennis santé qui regroupe un groupe de femmes qui sont atteintes de cancer du sein et qui sont donc en cours de traitement, en cours de soins. Ce programme-là, il est né en septembre 2016. On arrive à 10 ans de pratique. Et il est parti d'un retour d'expérience d'un hôpital sur Paris avec Caroline Cuvier, l'hôpital Saint-Louis. Et on est parti avec nos bâtons de pèlerin, avec Guillaume Levavasseur, un médecin du sport, qui travaille aussi un peu à Becquerel, et Philippe Leroux, Philippe Lecronier, qui sont des bénévoles élus dans le monde du tennis, pour aller à la rencontre de Caroline Cuvier, notre fameuse oncologue, et qui nous a parlé de ce qu'elle faisait avec son groupe de femmes. Et elle faisait à l'époque du tennis, mais aussi de l'escrime et de l'aviron. Le point commun de ces activités, c'est la sollicitation de l'épaule sur les filles qui étaient en cours de traitement du cancer du sein à l'époque. Et donc, on est allé les voir et on a décidé de faire une rencontre entre eux, Becquerel et nous, en mai 2016 pour lancer ensuite toute la communication et le dispositif que je vais vous présenter. Donc ça s'appelle Jeux Santé et Match. On est dans le monde du tennis et nous proposons auprès des filles qui sont en cours de traitement du cancer du sein 4h30 d'activité physique hebdomadaire et le tout sur 30 semaines. On est vraiment dans le cadre d'être en parallèle des soins, donc en parallèle de la chimiothérapie, en parallèle de la radiothérapie post-opératoire ou peut-être pré-opératoire aussi. Ça dépend des parcours de soins. Et le tout se fait sur ordonnance médicale. Le club de tennis prend en charge tout le dispositif. Donc on a des aides derrière, on a forcément IMAPAC aussi. On a d'autres aides, on est conventionné aussi avec l'ARS. On a d'autres partenaires derrière. Mais le club reste le principal financeur et investit dans ce programme pour que les activités restent gratuites. Pour les filles, l'idée, la philosophie de tout ça, c'est que les activités physiques fassent partie de leur parcours de soins, en parallèle de la chimio et de la radiothérapie, qu'elles puissent accéder aux activités physiques.
On a 2 objectifs principaux avec les filles. C'est de les accompagner pendant une année, puisque les 30 semaines, on les accompagne sur une année complète. On est sur le rythme scolaire. Donc on les accompagne physiquement, mais aussi psychologiquement et moralement. Et le deuxième objectif qu'on se donne avec toutes les filles, c'est de les aider à garder le rythme derrière. Elles font 30 semaines avec nous, 3 fois par semaine avec nous, mais derrière, l'idée, c'est qu'elles puissent continuer à pratiquer. Et tout l'enjeu est là. Olivier en a parlé tout à l'heure, c'est que sur le long terme, il y a un impact aussi sur le risque de récidive. Et puis, c'est aussi tout le capital santé sur lequel on va miser, forcément. Les activités qu'on propose, c'est pas exclusivement du tennis. On propose du tennis, c'est du tennis adapté. Attention, il y a eu Roland Garros, on a l'image d'un tennis violent, d'un tennis très intense, et c'est pas forcément ça. On va utiliser en fait des petites raquettes, des balles molles, des petits terrains pour adoucir complètement l'activité et libérer les contraintes mécaniques que peuvent proposer une activité traditionnelle. Donc en fait, dès les premières séances, elles vont déjà pas se faire mal. Et puis, on va jouer aussi sur un peu la confiance en soi, puisqu'elles vont pouvoir jouer au tennis dès la première séance. Deuxième activité, on fait du fitness, un rendez-vous fitness d'1h30 aussi. Et c'est une activité très complète. Je sollicite un maximum les différentes qualités physiques, tout en ayant un œil sur l'amplitude de l'épaule, la rééducation de l'épaule. Donc c'est aussi basé sur des mouvements de kiné. Et troisième moment qu'on propose dans la semaine, on y était cet après-midi avec Alice, on a eu un peu de pluie, mais on fait de la marche nordique, on va en forêt, et les bâtons nous aident aussi, toujours dans cette logique de sollicitation douce de l'épaule. Et c'est l'occasion pour elles aussi de discuter. Il y a de la gestion de l'effort, bien sûr, mais d'avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre elles. Alors tout ce que je vous présente là, l'idée c'est aussi de mettre en avant nos objectifs, et pour y arriver, on fait passer des questionnaires auprès des filles, un questionnaire au début du programme, au début des 30 semaines, un questionnaire à la fin des 30 semaines, et puis surtout un questionnaire 6 mois après leur passage dans le programme. Le questionnaire, il traite de leurs habitudes d'activité physique régulière. Qu'est-ce que vous faisiez, mesdames, avant de venir faire les 30 semaines avec nous? Qu'est-ce que vous faisiez à la fin? Et surtout, qu'est-ce que vous faisiez 6 mois après votre passage? Et donc, c'est le diagramme sur la droite. On passe de 2h20 d'activité physique hebdomadaire à 4h30. Et 6 mois post, elles sont à 3h30 à peu près d'activité physique régulière. Donc, on a boosté un petit peu les habitudes, plus 1h10 à peu près d'activité physique en moyenne. Et dans 95% des cas, elles poursuivent une activité physique. Et le diagramme sur le bas, c'est pour le côté un peu plus psychologique. Je leur demande une auto-évaluation sur une note de 7 sur leur état physique, leur qualité de vie et leur état moral. Donc on voit qu'on booste aussi un petit peu ces notes via les activités physiques. On suit aussi les femmes sur le plan physique avec des tests que l'on fait la première semaine, à la 10e semaine, la 20e et la 30e semaine. Peu d'évolution sur la notion d'équilibre et de souplesse, mais on peut se dire aussi qu'on évite un déconditionnement physique sur ces qualités-là. Et puis, une nette amélioration sur la résistance des membres inférieurs, notamment le test de assis debout, où les filles améliorent leur score de 5 répétitions sur 30 secondes. Alors tous ces scores, ils sont super intéressants. Là, je les développe rapidement, mais on a eu au bout de 3 ans une thèse qui a été écrite, et puis j'ai vu qu'il y avait Mathieu dans l'Assemblée qui s'occupe aujourd'hui de mettre en avant aussi tous ces résultats à travers une nouvelle thèse qui est mise en place et qui va soutenir, je pense, sur la fin de l'année. Le programme que je vous ai présenté, il a commencé à Mont-Saint-Aignan, et puis au bout de 5 années, on a vu que les résultats étaient super intéressants. On a des bons retours des filles, on a de bons retours de la part des médecins, et on a décidé de développer le programme à travers le territoire normand pour augmenter le nombre de places proposées, puis pour répondre aussi à la problématique de proximité des filles. Et aujourd'hui, on a réussi à le faire, et on est en train de former le 7e club de tennis qui propose le même programme que je vous ai démontré
Voilà, donc chaque club partenaire, on est au Havre, du côté de Dieppe, Vernon, Évreux, Grand-Quevilly, sur le plateau Est, et aussi à Mont-Saint-Aignan. Tout le monde a 15 places de disponibles. À Mont-Saint-Aignan, on a 45 places de disponibles, ce qui porte sur l'ex-Haute-Normandie à 135 places du dispositif que je vous ai présenté. Enfin, sur le côté vertu de tout cela, donc Alice est aujourd'hui là pour parler un petit peu de son expérience en tant que pratiquante actuelle du programme. D'un point de vue club, l'association sportive, l'intérêt de développer du sport sur ordonnance ou une activité physique adaptée, c'est tout un projet de société qui est mis en place. C'est un nouveau réseau qui se construit au fil des années. Des liens qui peuvent être un peu différents avec les sponsors et mécènes qui vont plus forcément suivre le côté sportif mais le côté société. Et puis à terme il y a aussi l'activité bénévole qui peut être renouvelée plus facilement avec des filles qui peuvent avoir une vocation de bénévole au sein de l'association dans laquelle elles ont vécu les activités. Et moi personnellement en tant qu'enseignant, il y a le côté professionnel forcément, moi je suis challengé chaque jour notamment avec cette présentation là. Ça donne du sens forcément à mon activité pro. Et puis avec l'essaimage que je vous ai parlé, voilà, je sors un petit peu de mon rôle d'enseignant de tennis. C'est un petit peu au-delà. Et je gère un petit peu tout ce projet. Je suis pas tout seul heureusement, mais je gère le projet et le suivi des clubs partenaires dans le temps. Et puis sur le côté personnel, je le résumerai que ça reste déjà un plaisir bien sûr de suivre ce public-là, et puis un honneur même d'accompagner ces filles-là pendant leur moment un peu difficile forcément de la vie. Et en rien, je regrette forcément le fait d'avoir mis un peu le pied dans ce sens-là. En tout cas, c'est vraiment très très enrichissant. Et je pourrais parler des heures de ce projet-là. C'est vraiment un plaisir. J'ai que 10 minutes avec vous, donc je vais m'arrêter là. Je vais pas m'étaler sur mon côté formateur non plus. Mais voilà, merci pour votre attention. Et puis je laisse la place à Alice qui vit le programme et qui est dans à peu près la moitié, je crois. Voilà. Et je reste disponible s'il y a des questions à la fin, bien entendu. Bonjour, donc moi je suis bénéficiaire du programme depuis janvier, en ayant eu un diagnostic en septembre, donc avec toutes les conséquences à mon âge, parce que j'estime être encore un peu trop jeune pour pouvoir subir ça, et donc forcément toutes les appréhensions, les conséquences psychologiques de l'annonce, se dire que ça va être un chamboulement de vie, qu'il va falloir arrêter de travailler pour intégrer tout le réseau de soins qui va être mis en place. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça le jour où j'ai eu l'annonce. Et en fait, j'ai eu un parcours un petit peu accéléré, on va dire, médicalement parlant, qui m'a permis en fait de rencontrer le lendemain de l'annonce l'infirmière d'annonce du centre où j'ai été opérée, et qui nous a parlé en fait dès le départ du programme Jeux Santé Match qui était porté par Maëlle, et du coup qui nous a tout de suite parlé des bénéfices de l'activité physique. Et donc, après avoir démarré la prise en charge, je dirais qu'au bout de à peine quelques semaines, je pense, ouais, 1 ou 2 semaines, j'ai appelé Maëlle pour pouvoir avoir des informations sur le programme. Et alors là, donc, il m'a expliqué tout ce qu'on voyait au départ sur les bénéfices en termes de tolérance des traitements, de baisse des récidives, d'augmentation des guérisons, de la survie. Et donc, autant dire que ça m'a motivée à enfiler des baskets. Donc du coup j'ai intégré j'avais vraiment peur aussi du côté isolement dans la maladie, de qu'est-ce que j'allais faire de mes journées en fait, puisque j'allais plus travailler et que travaillant dans le domaine de la santé, j'ai plutôt des journées assez chargées, on va dire, quand je suis à l'hôpital. Et donc voilà, il y avait toutes ces appréhensions là au départ. J'étais sportive et j'ai quand même eu un peu ce sentiment d'être freinée au moment du diagnostic avec les opérations. Et donc, j'ai enfilé mes baskets dès que j'ai pu pour commencer par courir un peu, le temps de pouvoir intégrer le programme que j'ai intégré du coup en janvier.
Et en gros, ce programme m'a permis, moi, alors déjà de rencontrer pas mal de femmes qui étaient dans la même situation. Je me suis rendu compte alors j'avais un peu l'appréhension d'intégrer un programme dans lequel il y aurait des patientes plutôt vraiment plus âgées que moi, et en fait, malheureusement non. Enfin, heureusement pour moi, mais voilà, en fait, ça ratisse vraiment très large en termes d'âge, et en fait, on a ce côté intégration sociale, partage d'expériences, conseils. Et j'ai beaucoup apprécié, alors j'avais jamais fait de tennis, le fait déjà de débuter un nouveau sport qui m'a tout de suite plu, et en ayant discuté, on est nombreuses finalement à avoir vraiment adhéré. Et on a ce côté où on n'est pas... on arrive dans un programme où on est malade, mais où on n'est pas étiqueté comme étant malade. Ils sont très à l'écoute des éventuelles douleurs dont on peut se plaindre, avec toujours une possibilité d'adapter. Si c'est trop difficile de faire ces gestes-là, on fait autrement, mais en nous boostant. Enfin, moi, je suis quand même plutôt dynamique, et du coup, sans finalement avoir de limites dans ce que je pouvais faire. Et du coup, c'est vrai que ça au final été très bénéfique à la fois sur le plan psychologique. On suit le parcours de tout le monde finalement. On sait qui termine sa chimio quand. Et alors on parlait de la tolérance des traitements. Alors moi, j'avais la chance de pouvoir le faire. Mais j'avais ma chimio au départ le mercredi avant de commencer le programme. Et quand j'ai intégré le programme, mes chimios étaient basculées le vendredi, jour de tennis. Et donc, j'allais faire ma chimio le matin et j'allais transpirer l'après-midi. Et en fait, ça m'a, je pense, vraiment aidé sur le plan de la tolérance des traitements. J'ai jamais été malade, et je pense que le sport n'y est pas pour rien. J'ai pas été plus fatiguée que ça, et je pense aussi que ça n'y est pas pour rien. Et il y a tout le conditionnement, je pense, psychologique, le fait de se dire, en fait, là, si je suis fatiguée parce que je suis allée courir après des balles pendant 1h30, et je suis fatiguée parce que je viens de faire une chimio, quoi. Et donc voilà, tout ce dispositif, moi en tout cas, m'aide beaucoup, et je l'intègre à part entière comme des soins, puisque là, en perspective de reprise du travail, je ne ferai pas une croix sur mes 2 à 3 fois par semaine du programme Jeux Santé Match pour l'intégrer vraiment en fait dans mon quotidien autant que c'est possible. Voilà. Je vois du coup absolument aucune limite à ce programme. La seule limite que j'ai eue finalement, c'était malgré tout des professionnels de santé qui me disaient doucement, pas trop de sport, voilà, on y va tranquille. Et que en fait, moi, je me sentais pas limitée plus que ça. Et par contre, finalement, j'y vois que des avantages, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan physique. J'ai eu aussi la possibilité, grâce à une enseignante APA que j'avais rencontrée à Becquerel, qui m'avait parlé de l'IRMS2 et de la possibilité de faire une épreuve d'effort. Et en fait, tous ces dispositifs ont permis d'encadrer et de sécuriser la pratique de l'activité physique dans ce cadre-là. Et en fait, de finalement ne mettre aucune limite, et de permettre que tout suive son cours le mieux possible, quoi. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages, c'était très enrichissant. Du coup, pour continuer avec un autre exemple de parcours, on va plutôt partir sur les maisons sport santé, et pareil, pour essayer de vous projeter un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à estimer le nombre de maisons sport santé qu'il y a en Seine-Maritime et en Eure. Là, aujourd'hui, on en recense maintenant 9 qui possèdent plusieurs antennes. Donc, il y a une cartographie qui représente un peu toutes les antennes. Et pour vous dire à peu près le nombre de bilans qui ont été réalisés par les maisons sport santé, donc du réseau, on arrive à 2389 bénéficiaires en 2025. Et les séances réalisées, à peu près, on est sur presque 10 000, on est à 9182 séances réalisées en 2025. Donc, c'est des chiffres qui sont en augmentation, et les antennes aussi mises à disposition par les maisons sport santé permettent de répondre à l'éloignement des bénéficiaires sur le territoire. Donc, c'est un travail qui est essentiel aussi. Et maintenant, je passe la main du coup à Simon Foulogne et à Dominique pour leur présentation d'un des exemples d'une maison sport santé.
Bonsoir à tous. Merci Élise pour cette introduction. Donc Simon Foulon, je suis enseignant en activité physique adaptée et responsable de la maison sport santé de l'IRMS2, donc Institut régional de médecine du sport. On est situé à Bois-Guillaume. Avant tout, du coup, l'Institut est un centre de santé avec bien évidemment une vocation médicale. Par l'ensemble des professionnels tout simplement qui interviennent, médecins généralistes, médecins du sport, gynécologues avec notre docteur ici, et également cette plus-value du coup du plateau technique pour en effet pouvoir réaliser des tests d'effort afin d'accompagner les personnes tout simplement en situation de difficulté, maladie chronique et autres pour faire un examen clinique et également pour le suivi des sportifs de haut niveau. Depuis plusieurs années, du coup, on s'est spécifié tout simplement dans l'activité physique adaptée, notamment avec le lien que l'on avait avec le centre Henri Becquerel, à l'époque Dr Roux Tesli. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a pu tout simplement développer le volet maison sport santé, donc qui est arrivé tout simplement par la suite. Excusez-moi, dès du coup le janvier 2020 avec une première labellisation. Cette labellisation, elle est intervenue, mais sur le volet Becquerel, on a tout simplement évolué avec la présence d'un médecin du sport au sein du centre Henri Becquerel une fois par semaine pour mettre en place au sein des soins de support justement une consultation pour faire le lien entre justement le côté hôpital et ville pour les réintégrer dans un processus notamment d'activité physique adaptée puisque on en connaît les bénéfices tout simplement. Donc voilà un petit peu sur l'antériorité. Donc l'Institut, on est une association, loi 1901 également. Et donc forcément, le but, c'est de s'intégrer dans tout ce processus-là. Depuis du coup janvier 2020, on a été labellisé Maison Sport Santé. 2024, on a eu ce renouvellement de labellisation. Et donc, ce qui nous permet tout simplement de se projeter sur notre accompagnement au sein des personnes qui ont une pathologie chronique, affection de longue durée et autres. Je vais développer un petit peu nos missions par la suite. On a évoqué en effet le chiffre avec Élise de maisons sport santé sur le territoire plutôt normand ou Seine-Maritime-Eure. À l'échelle nationale, on compte aujourd'hui 581 maisons sport santé. Donc, faut savoir qu'en 2019, la volonté nationale était de créer 500 maisons sport santé. On a dépassé ce chiffre-là, donc les critères ils se sont un petit peu durcis. Et puis finalement, on monte en compétences et il y a quand même un chiffre assez important. Et ce qui permet de couvrir quand même l'ensemble du territoire. Donc ce logo Maison Sport Santé que vous voyez au centre du diapo, c'est tout simplement aujourd'hui l'accueil principal que l'on peut avoir pour mailler un petit peu toute l'activité physique adaptée. On reçoit un financement du coup de la part, un soutien financier de la part de l'État, ministère des Sports, de la Jeunesse et ministère des Sports et de la Santé. Et également à l'échelle locale, du coup, de l'ARS, de la DRAGES, qui nous aide tout simplement dans l'ensemble de nos programmes qu'on verra par la suite. Les maisons sport santé, aujourd'hui, la particularité, c'est que chaque maison sport santé va avoir le cahier des charges qui est commun. D'accord, on va pouvoir retrouver justement ces 9 missions principales que l'on va retrouver à chaque maison sport santé. Donc, dans un premier temps, d'accueillir, de sensibiliser, d'informer, donc comme on le fait ce soir, tout simplement par ces temps d'échange, de renseigner l'ensemble de la population sur de quoi ils ont droit, qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser tout simplement, et comment est-ce qu'on peut les accompagner par justement la réalisation du bilan physique et fonctionnel qu'on va déployer un petit peu tout à l'heure. Orienter, et j'ai même envie de dire accompagner et après orienter l'ensemble de la population, donc accompagner par l'ensemble de nos programmes que l'on met en place et orienter par la suite avec tout simplement une continuité d'activité physique. Et autre mission, donc orienter vers des professionnels, parce que en tant que maison sport santé, l'idée c'est pas que de voir l'activité physique, mais plutôt d'aller voir tout simplement un champ pluridisciplinaire et une prise en charge pluridisciplinaire pour le patient. Donc c'est aussi notre rôle tout simplement de pouvoir accompagner le patient vers les différents professionnels dont ils ont besoin, à savoir faire les diagnostics nécessaires avec justement le support de notre centre de santé que l'on a à l'Institut.
Mettre en réseau, ça fait partie d'une mission principale et qui est nécessaire justement pour la vie de la maison sport santé, parce que on le dit régulièrement, une maison sport santé, elle va être vecteur d'un tremplin dans la reprise de l'activité physique, et sans ce réseau de professionnels de santé, d'associations sportives également, notre rôle il a peu d'importance puisqu'on n'a pas de continuité par la suite. Donc ce maillage vraiment avec le réseau, il est super important. Et donc finalement, nous, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les associations sportives qui sont nombreuses quand même ce soir, j'en reconnais quelques-unes. Et donc ça nous permet d'assurer la suite de nos patients pour continuer le travail qu'on a fait au sein des maisons sport santé. Donc voilà un petit peu de manière globale la prise en charge. Aujourd'hui, je suis venu avec Dominique pour qu'on puisse faire le lien avec vraiment le parcours du patient au sein d'une maison sport santé et comment ça se passe. Donc Dominique, je vais te donner un petit micro. Tac. Merci, t'as vu que je parle tout près. Voilà, exactement. Donc Dominique est une patiente qui a été orientée vers nous pour un protocole. Dominique, comment est-ce que tu as été orientée dans un premier temps? Raconte-nous un peu ton parcours et comment tu as pu être orientée vers une maison sport santé. Eh bien, j'ai lu les petits formulaires qui étaient dans les... Excusez-moi, j'ai oublié plein de mots depuis la chimio. Hein. Là, puis ça bafouille, alors faites pas trop attention. Donc il y avait des petits papiers où on disait que voilà, on pouvait faire du sport, que c'était recommandé. Voilà. Donc j'ai regardé le nom, j'ai vu le nom du docteur Poupon. Et je suis allée frapper au bureau et puis pour demander en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Alors il m'a demandé d'abord qu'est-ce que j'attendais de ça. J'avais perdu 15 kilos à l'opération. Je marchais comme ça. Et puis, d'une manière générale, je suis plutôt active. J'aime bien courir, j'aime bien danser, j'aime bien... Enfin, voilà. Donc, je dis, je voudrais quand même retrouver... Il y avait bien sûr le poids qui me rendait faible, mais surtout, je n'avais plus du tout de biceps. Alors ça... Enfin, les muscles, mais vraiment, comme malheureusement les enfants du Biafrais ont pu, quand ils ne sont pas nourris, enfin, c'est à peu près. Donc, j'ai dit tout de suite, je voudrais récupérer mes muscles. Parce que sans muscles, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc, il a dû m'expliquer certaines choses, et puis il m'a dit, bon, d'accord, ok. Donc je suis allée ensuite me présenter, bien sûr, là aux herbiers. Alors, en effet, on est situé sur le parc des herbiers, du coup, moi, c'est les herbiers, et on a le bâtiment de l'IRMS qui est juste derrière. On est en partenariat avec les herbiers. Oui, mais enfin, pour moi, c'est l'endroit idéal et principal. Hein. Donc, j'ai eu un entretien avec une personne, tout ça. Bon, elle m'a fait faire un test pour savoir à quel niveau j'en étais de mes prouesses. C'était pas catastrophique, mais enfin, moi je ressentais bien que j'avais besoin. Donc, du coup, voilà, je me suis inscrite et à raison enfin, c'était pour 15 séances, à raison de 2 séances par semaine. J'en ai pas raté, ou quand je l'ai raté, parce que j'avais une chimio ou n'importe quoi, j'y retournais toujours. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que j'avais d'autres... je vis toute seule. Hein, et puis, par contre, j'ai des activités. Je suis chanteuse à la cathédrale de Rouen, la maîtrise. Et justement, au moment où ça m'est arrivé, ce truc-là, c'était un peu au moment vous avez des lumières, ça. Donc on chantait tous les soirs comme ça. C'était bien. Et puis, un jour, je me suis pas réveillée. Puis voilà, donc on est à l'hôpital, etc. Et là, je me dis,
c'est pas possible, il faut que je continue de chanter. Pour moi, c'est ma vie. Hein, j'ai toujours chanté. Et finalement, comme j'ai eu l'avantage je n'ai eu aucune nausée, la chimio, aucune douleur, vraiment comme si de rien n'était. Alors, à la fin de la chimio, j'allais chanter, faire les deux séries de... Bon, et tout ça, ce que je dis, il faut... Alors, bien sûr, c'est le fait d'être remise en forme au sein de là-haut, quoi. La maison sport santé de l'IRMS. Donc, c'est petit à petit, mais ça a été quand même très très rapide, parce que bon, on était à quoi, 2 ou 3 par groupe en moyenne. On est sur des groupes de 4-5, ouais, pas plus. Et puis, vraiment la manière de faire, moi je conseillais d'ailleurs à toutes les personnes que je connais malheureusement qui sont d'y aller, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, qui savent pas, donc je fais un peu la pub, hein, vraiment. Et donc, très très vite, bon d'abord parce que j'avais la niaque déjà, mais avec ce qu'on faisait, qui était fait tout en douceur, en respect, comment dirais-je, en attention, enfin, quand on était un peu plus fatigué, qu'on n'arrivait pas à faire quoi que ce soit, il y avait toujours un encouragement qui se terminait par une action positive. Donc là, vraiment, pour ça, je suis d'une reconnaissance absolue. Donc là, on est dans le côté vraiment accompagnement. Donc dans le volet accompagnement, là, on parle des séances. Pour spécifier un petit peu, la maison sport santé, on n'a pas d'identification de pratiques particulières. On vient vraiment découvrir différentes pratiques d'activité physique. On vient à reconditionner les patients sur l'aspect cardiovasculaire, mettre en place du renforcement musculaire. Tout ça par des petits jeux ludiques. On va aussi découvrir et faire des initiations en interne sur différentes pratiques, du tennis avec des balles en mousse, du volley, du badminton, des choses comme ça, pour les initier et leur permettre tout simplement d'ajouter un aspect ludique à ce renforcement musculaire, tout simplement dans l'accompagnement. Et pour aller plus loin et anticiper ce volet orientation, on va justement s'appuyer pendant cette période-là sur les associations sportives. Et donc on propose à nos patients, avec un tableau avec des feuilles, tel jour il y a une initiation avec notre association partenaire qui vous ouvre ses portes, il y a telle ou telle place à prendre, et nos patients du coup ils s'inscrivent dessus pour découvrir. Et donc ça fait vraiment partie de nos protocoles, donc protocole IMAPAC comme Dominique a vu, mais aussi tous nos autres séances. Et donc là, l'idée c'est vraiment que les patients, du coup, ils se projettent directement. On est dans un programme, on va être vecteur d'un tremplin, mais ce tremplin, on le prépare tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et après, du coup, donc Dominique, tu as pu avoir un bilan final avec Cécilia. Et donc, je me permets, Dominique, mais il y avait une évolution dans ton index de santé. T'as le bilan avec toi, combien on a évolué, Dominique? Dis-moi. Je suis fière parce que... Alors, mais c'est grâce à eux. T'as raison. On va prendre le bilan. On a une évolution de 3%. Donc Dominique, elle partait quand même d'un bon index de santé, à 92%. Donc on évolue à 95%. Donc il y avait tout simplement cette continuité, mais elle a insisté sur la persévérance et la continuité de l'accompagnement. Donc là aujourd'hui, on est dans un parcours où on va justement continuer tout simplement les séances dans le but par la suite vraiment d'enclencher par rapport au parcours de soins. On a besoin de continuer ensemble les séances, mais l'objectif c'est de continuer par la suite. Donc on s'adapte bien évidemment par rapport au parcours de soins du patient. Si à la fin du programme IMAPAC, on n'est pas en confiance pour continuer dans une association sportive, on a la possibilité de pouvoir continuer au sein de la maison sport santé. Ça, c'est vraiment la plus-value et la mise en confiance pour l'ensemble de nos patients. Et après, bien évidemment, il y aura, Dominique, ce côté accompagnement vers justement une association sportive pour continuer, toujours avec des professionnels qualifiés, d'accord, des associations qui sont référencées tout simplement.
Donc voilà un petit peu sur l'accompagnement et le parcours du patient. Je reviens juste sur l'adressage pour clarifier les choses. Dominique a fait les démarches d'aller vers le médecin pour rencontrer. Ça peut se faire directement. Dominique vient vers nous, nous appelle pour mettre en place un bilan physique et fonctionnel. Ça peut se faire. Le médecin contacte la maison sport santé. Et ça, c'est souvent ce qu'on réalise, c'est le professionnel de santé qui oriente vers la maison sport santé. Et nous, en tant qu'enseignant APA, directement, on fait le lien, on appelle le patient, le ou la patiente. D'accord ? Comme ça, on n'a pas de perte tout simplement dans cet adressage-là. Et on fait la démarche du coup vers le patient. Donc ça, c'est plutôt ce qui fonctionne et qui nous permet tout simplement d'avoir l'ensemble de nos patients et de les accompagner par la suite. Et donc bien évidemment, on n'a aucune réticence dans l'accompagnement de différents patients selon leur pathologie. On va passer un petit peu sur la cartographie et nos interventions. En tant qu'Institut régional de médecine du sport, on a la volonté de aller vers, tout simplement, et donc de représenter l'ensemble du département. Donc on voit bien évidemment à Bois-Guillaume, on a notre maison sport santé, et puis en bleu, on a nos différents lieux d'intervention sur lesquels on se déplace, avec des maisons de santé pluridisciplinaires en partenariat avec les CPTS. Donc, qui nous permettent tout simplement d'aller une fois par mois sur les MSP afin de sensibiliser et d'accompagner ces patients qui sont sur les territoires ruraux, qui n'ont pas forcément connaissance de ce qu'ils peuvent bénéficier en termes d'aide, en termes de pratiques d'activité. Et donc ça, on va vraiment le promouvoir par nos déplacements tout simplement une fois par mois. Donc on a vraiment ce côté Pays de Bray et puis aussi sur le secteur de Duclair et puis en haut du coup Sasseville-Palluel. Donc ça nous permet vraiment d'aller chercher un petit peu l'ensemble de la population. Et d'ailleurs je me rends compte qu'il en manque également sur le plateau, sur le terroir de Caux avec Saint-Crépin et Bacqueville-en-Caux où on se déplace également. Mais au moins ça fait un petit trou de combler. Donc voilà un petit peu sur l'ensemble de nos actions au sein du territoire. Alors, on ne va pas sur l'autre territoire du coup de la métropole. Pourquoi ? Parce que on est représenté en réseau des maisons sport santé sur le territoire de la métropole. Et donc on a chacun un petit peu nos secteurs avec Vital Action sur Rouen. On a la maison médicale du sport adapté et thérapeutique rive gauche, la maison sport santé sur Elbeuf, et puis Planète Patient qui est sur le volet ETP, donc éducation thérapeutique du patient. Rapidement, du coup, pour vous présenter, donc au-delà de l'aspect de l'accompagnement en cancérologie, on a également différents programmes. Donc, on va retrouver IMAPA qui PARSAC sur le volet cancérologie, donc comme Lisa a pu l'expliquer. Et derrière, on va avoir aussi un impact sur le public précaire au niveau social, donc au niveau des QPV. Avec un programme dédié aux femmes des QPV, Bouger pour mieux grandir, où là on est sur les jeunes également. Et après on va être sur des programmes tout simplement accès senior, Domigym, où c'est un programme, là on est vraiment à distance, on a du matériel qui est prêté aux patients au domicile et il y a un suivi personnalisé chaque semaine. Le programme Promesse, c'est uniquement sur la côte d'Albâtre, avec Sasseville, où là on prête des vélos pendant 3 mois et on les accompagne. Et Essor et Gibert, c'est 2 associations sur du polyhandicap, handicap mental. On intervient également pour déployer l'activité physique au sein des établissements. Tout ça pour dire que, pour revenir un petit peu sur le rôle des maisons sport santé, on va avoir en effet cet accompagnement grâce au soutien du réseau Onco-Normandie de la Ligue contre le cancer pour ces patients, mais on a aussi une grande volumétrie de patients qu'on peut accompagner au sein des maisons sport santé. Il n'y a pas de réticence à ça. Et on veut être facilitateur justement dans cette reprise d'activité. Le but, c'est vraiment de le permettre à l'ensemble de la population, tout simplement. Voilà un petit peu sur nos propos. Dominique, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je dis un grand merci à que ce soit vous, toute l'équipe qui est là, qui ont pitié de nos misères et qui surtout comment dire, le contraire d'alourdir, qui les élève. Merci Dominique pour ta présence, merci à tous.
beaucoup à vous deux pour vos présentations et votre témoignage. Merci encore. Du coup, pour enchaîner, nouvelle question, maintenant vous allez être habitués. Si je vous demande, à votre avis, qui peut prescrire de l'activité physique, on a vu que c'était une prescription plutôt médicale. Est-ce qu'à votre avis, tous les médecins sont habilités à prescrire de l'activité physique? Et puis finalement, à quoi ça sert de prescrire l'activité physique si elle n'est pas prise en charge? Mais ça, c'est essentiel dans le parcours. Et du coup, pour aborder la réponse de ces deux questions, je repasse la main de nouveau à Lisa, qui va faire un petit point sur la prescription d'activité physique. Merci Élise. Du coup, comme on a pu le comprendre ce soir, l'importance de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des patients est primordiale. Et il y a des différents décrets et textes qui sont sortis depuis 2016 qui ont conditionné la mise en œuvre et la place de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des patients, avec notamment des décrets qui sont sortis depuis 2016 sur les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée, avec notamment ce premier décret qui fait référence à qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée et qu'est-ce que c'est la prescription médicale d'activité physique adaptée. Par la suite, il y a eu un guide qui est proposé par la Haute Autorité de Santé en 2022, dédié aux professionnels de santé pour les accompagner sur l'orientation, qu'ils puissent mieux avoir des informations sur comment orienter et prescrire l'activité physique adaptée. Puis s'en est suivi en 2023 un modèle de prescription en activité physique adaptée qui est sorti avec également un décret qui précisait les conditions de dispensation pour savoir qui peut prescrire l'activité physique adaptée, quel professionnel de santé peut le faire, car lors du premier décret de 2016, c'était uniquement les médecins traitants. Puis en 2023, il y a eu d'autres professionnels qui ont pu proposer la prescription d'activité physique adaptée qu'on va voir juste après. Et il y a eu également dans le décret en 2023 tout un volet bien explicite sur les conditions de dispensation, quel professionnel peut encadrer l'activité physique adaptée en fonction des limitations fonctionnelles du patient. Pour votre information, également, depuis 2024, il y a l'assurance maladie qui propose un formulaire de prescription médicale standardisé qui est proposé au niveau national et accessible à tous les professionnels qui souhaitent orienter leurs patients vers des séances en activité physique adaptée sur prescription médicale. Pour répondre à la question que Élise posait tout à l'heure sur le volet prescription médicale, qui peut prescrire, c'est assez simple, c'est tous les médecins peuvent prescrire l'activité physique adaptée, que ce soit des médecins traitants ou médecins spécialistes, oncologues, pédiatres ou gériatres. Il y a également depuis 2025 les infirmiers en pratique avancée qui peuvent aussi prescrire l'activité physique adaptée. Il y a des IPA dans la plupart des établissements autorisés au traitement du cancer qui accompagnent les patients dans leur parcours de soins et qui peuvent prescrire l'activité physique adaptée. Et depuis 2024, si je ne me trompe pas, il y a les kinésithérapeutes qui peuvent également renouveler la prescription médicale d'activité physique adaptée pour les patients. Je vous ai mis juste ici le formulaire que je vous ai présenté juste avant, qui est le formulaire qui est proposé par l'assurance maladie. Sachez qu'en région Normandie, il y a eu une dérogation de l'agence régionale de santé qui a autorisé les différents partenaires, maisons sport santé, associations sportives, établissements de santé, à utiliser leur propre modèle de prescription d'activité physique adaptée. Donc il y a différents formulaires que vous pouvez voir passer au sein des structures et associations sportives. Tous les formulaires sont corrects. Bon, vous pouvez tous les prendre en charge dans le cadre des prises en charge qui sont proposées par les associations sportives. Ils ont adapté en fait le format qui était proposé par l'assurance maladie, car il correspondait pas forcément à tous les critères qui étaient importants à avoir sur le formulaire que les professionnels
souhaitaient compléter. Donc chaque association, maison sport santé ou autre, propose des formats divers et variés, mais avec pour la plupart les contenus qui sont pareils. On voulait vous parler on a voulu en prendre un plus spécifiquement pour vous montrer un exemple de prescription médicale, celui qui est proposé par le groupe de recherche en activité physique adaptée, qui reprend les différents items que vous pouvez retrouver sur la prescription médicale d'activité physique adaptée classique, avec les limitations fonctionnelles, l'orientation préférentielle sur les exercices d'activité physique adaptée à réaliser, que ce soit sur la force, l'endurance, l'équilibre, la souplesse, etc. Et ce qu'il y a en plus sur cette prescription médicale, c'est le tableau qu'il y a en bas sur les limitations fonctionnelles, car c'est une information, je vous l'ai mis juste là un peu plus grand, car c'est une information qui est importante à renseigner dans la prescription médicale pour que le patient soit orienté vers le professionnel qui peut répondre aux besoins de la personne, c'est-à-dire en fonction des différentes limitations fonctionnelles que la personne elle peut pas ou des modérations sévères, il n'y aura pas la même orientation vers les structures et associations sportives, parce qu'il y a des professionnels qui proposent l'activité physique adaptée qui ont un diplôme d'éducateur sportif, par exemple, qui pourront prendre en charge des personnes qui ont peu ou pas de limitation fonctionnelle. Et pour tout ce qui est limitation fonctionnelle modérée, ça sera les enseignants en activité physique adaptée, les kinésithérapeutes qui pourront prendre en charge ce public. Et lorsque c'est des limitations sévères, les masseurs kinésithérapeutes prennent le relais pour proposer cet accompagnement en activité physique adaptée. Donc sur le modèle de prescription que je vous ai présenté, l'avantage c'est que ce tableau il est rattaché à la prescription médicale, ce qui permet aux professionnels de santé qui prescrit de prescrire le plus correctement possible en fonction des besoins de la personne. Donc si jamais ça intéresse certains prescripteurs qui sont peut-être présents ce soir, sachez que la maison sport santé du CHU de Caen peut mettre à disposition des professionnels de santé qui le souhaitent cette prescription médicale. Ils ont également créé un tutoriel de prescription pour vraiment accompagner les professionnels dans la prescription d'activité physique adaptée. Pour conclure, je vous ai remis ici le parcours de soins du patient. Comme vous pouvez le voir, les soins oncologiques de support doivent être proposés aux patients à tout moment du parcours de soins de la personne, dès la phase du diagnostic et jusque dans l'après-cancer. Concernant l'activité physique adaptée, lorsqu'il y a des besoins identifiés suite à une évaluation des besoins en soins de support qui peut se faire à tout moment du parcours de soins du patient, s'il y a un besoin en activité physique adaptée, la personne peut bénéficier de séances en activité physique adaptée et donc le médecin traitant, oncologue ou IPA doit prescrire une ordonnance en activité physique adaptée et orienter les personnes vers une maison sport santé, comme le précisait Simon, pour faire les bilans en activité physique adaptée, ou vers les structures qui font partie du dispositif PARCSAC que je vous ai présenté tout à l'heure pour effectuer cette évaluation. Et par la suite, une fois l'évaluation en activité physique adaptée réalisée, les personnes bénéficient de séances en activité physique adaptée, soit par le biais du dispositif IMAPAC ou par d'autres programmes en activité physique adaptée qui peuvent être proposés dans la région. Et par la suite, l'idée, c'est qu'il y a un bilan final de proposer par les maisons sport en santé ou les structures partenaires du dispositif IMAPAC et qu'il y ait une orientation par la suite vers une activité physique soit en collectif, soit en autonomie, mais qu'il y ait une poursuite d'activité physique adaptée dans le quotidien de la personne. Voilà, merci. Merci beaucoup, Lisa. Et du coup, pour finir cette soirée présentation, ce ne sera pas une question, ce serait plutôt à compléter, mais je pense que vous l'avez tous, enfin, j'espère. Et pourquoi l'importance de l'activité physique, ça nous concerne tous, et notamment dans la vie des femmes en particulier. On a la chance d'avoir Émilie Gerbron, qui est gynécologue du sport et qui va nous faire une présentation sur ce thème.
Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par remercier chaleureusement Élise de son invitation aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'ai passé 2 semestres à Becquerel pendant mon internat, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Je suis gynécologue médicale, donc moi mon boulot c'est de m'occuper de la santé de la femme dans sa globalité. Je suis un petit peu le médecin généraliste de la femme. Je l'accompagne dans toutes les phases de sa vie, de la puberté à périménopause, ménopause et après. Donc en passant par la physiologie, mais en passant aussi par la pathologie, donc en cancéro évidemment, mais aussi dans les pathologies gynéco-chroniques comme l'endométriose, le SMOP qui s'appelle SMOP maintenant mais qui était ex-SOPK, et les pathologies plus générales comme l'obésité, la dépression, le diabète, puisque moi je les vois tous les ans, donc ça me permet vraiment de rediscuter de tout ça avec les patientes tous les ans. J'ai passé un diplôme de médecine du sport en plus, parce que l'activité physique c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis toujours et qui me passionne, et j'essaye de le transposer dans ma vie professionnelle au maximum, parce que je suis persuadée du levier incroyable que c'est pour la santé de mes patientes au quotidien. Dans les centres de lutte anti-cancer, la prise en charge d'activité physique, elle est presque facilitée. Olivier Rigal disait qu'on galérait encore un petit peu, mais c'est quand même plus facile qu'en ville, parce que les choses, elles sont mises en place, elles sont presque rodées, et donc les patientes, elles ont un accès assez favorisé et facilité. Moi, en ville, je galère, mais j'ai mis en place des petits outils pour essayer de faciliter les choses. En ville, on essaye de faire plutôt de la prévention, c'est-à-dire de changer les habitudes de nos patientes. Donc, j'ai dit tout au féminin. Je suis désolée, c'est un gros tic de langage, mais je parle qu'au féminin. J'essaye de faire changer les habitudes de mes patientes pour que les soucis de santé arrivent moins. Je ne vais pas revenir sur les bénéfices de l'activité physique sur la cancéro, puisque Dr Rigal l'a fait bien mieux que moi juste avant. Donc dans ce topo aujourd'hui, on va dézoomer un petit peu et on va parler de l'effet de l'activité physique dans la vie des femmes en général. Alors il y a plein de choses transposables sur l'homme, hein, j'insiste, mais je parle que au féminin. L'épidémiologie générale d'une activité physique régulière, donc ça diminue de 25% certains cancers, je ne reviens pas dessus, ça diminue de 40% l'apparition de pathologies coronariennes, ça diminue les accidents thrombotiques artériels, c'est aussi efficace que les anxiolytiques sur la santé mentale, et ça diminue de 30% le risque de démence et de maladies neurodégénératives. Je pourrais arrêter mon topo à ça. En abscisse, vous avez les mètres. Donc, les mètres, c'est une unité de mesure pour l'activité physique qu'on utilise très peu en pratique. Mais en gros, plus ça va vers la droite, plus on a une patiente qui fait de l'activité physique. Et en ordonnée, vous avez le risque de mort. Voilà. J'ai convaincu tout le monde. On peut y aller. J'amène quelques nuances à ça. Je voulais vous présenter ce papier parce qu'il est très intéressant. Il présente l'association entre l'activité physique et le risque de mortalité, mais modulé par la force de grippe. La force de grippe, c'est vraiment la force que vous avez quand vous serrez très fort le poing, qui se mesure très facilement en consultation avec des petits dynamomètres là. Et ce papier, il montre que l'activité physique, ça suffit pas. Ce qui est important aussi, c'est cette force de grippe. À gauche, là, je vais essayer de pas me perdre. À gauche, là, vous avez en gris les patients. Là, il y a des hommes aussi, pour vous faire plaisir. En gris, vous avez les patients qui sont les plus actifs sportivement. En rouge, ceux qui sont les moins actifs. Q5, c'est les patients qui ont la force de grippe la meilleure. Q1, la force de grippe la moins bonne. Vous voyez que les patients qui sont actifs physiquement, donc qui font du sport la semaine, mais qui ont une force de grippe pourrie, font plus d'événements cardiovasculaires, là c'est les événements cardiovasculaires, que les gens qui ne font pas de sport, mais qui ont une force de grippe importante. À droite, c'est l'inverse. En gris, vous avez les gens qui ont la meilleure force de grippe, avec Q5 les plus actifs, Q1 les moins actifs, et l'inverse ici, donc en rouge, les gens qui ont le moins de force de grippe, et l'activité physique la meilleure en Q5 et la moins bonne en Q1. Vous avez exactement la même chose. Les gens les moins actifs qui ont une meilleure force de grippe font moins d'événements cardiovasculaires que les plus actifs. Ça, c'est hyper important et c'est ce que j'essaye d'apporter dans mes consultations.
Alors, en consulte, je parle de 2 choses, du coup. Je parle d'activité physique, évidemment. Vous remarquez que je parle pas de sport. Le sport, on essaye de bannir un peu ce mot-là de notre vocabulaire parce que c'est vraiment l'activité physique qui est importante pour nous. Il n'y a pas d'activité physique parfaite, ça c'est ce que je me tue à répéter en consultation. L'activité physique parfaite, c'est celle qui est régulière et qui est maintenue sur le long terme. Et je parle aussi beaucoup de sédentarité. La sédentarité, ça tue. La sédentarité, c'est le temps passé assis ou allongé en dehors du temps de sommeil. Est-ce que vous vous êtes tous déjà dans la salle posé la question de combien de temps vous passiez assis par jour ? Ouais, non, faites-le. C'est très intéressant. Moi, j'ai ma montre qui me le dit. Les montres, pour ça, c'est hyper chouette. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est hyper intéressant. Il faudrait passer moins de 8 heures assis par jour. Et la deuxième notion qui est importante, c'est qu'il faut amener des breaks dans notre sédentarité. C'est-à-dire se lever au moins tous les heures. Parfois, ce serait même mieux, un peu plus, mais bon. Au moins toutes les heures pour casser ces temps de sédentarité. Donc on va parler ce soir, Élise, tu me dis si je parle trop, d'accord, de puberté, de fertilité, de grossesse et de postpartum et de ménopause. Et vous voyez que j'ai beaucoup de travail dans ma vie quotidienne. Au niveau de la puberté, donc là je vous ai remis les recommandations nationales, internationales pour lesquelles il faudrait qu'on atteigne toutes et tous. Pour nos plus jeunes, il faudrait qu'elles fassent 60 minutes par jour d'activité physique modérée à soutenue. L'enjeu à la puberté, il est osseux. Votre capital osseux, il se crée pendant la puberté, il est maximum à 25 ans. En gros, on se crée vraiment notre capital osseux quand on est jeune. Après, on fait que courir après. Les rhumatos, ils aiment bien dire que l'ostéoporose, on pourrait même l'appeler une maladie pédiatrique puisque on part avec notre capital osseux très jeune. L'enjeu, il n'est pas que osseux, c'est un enjeu de santé publique pour lutter contre le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2 qui est de plus en plus présent chez nos jeunes. Et c'est aussi un enjeu social et de santé mentale avec un gros travail autour de l'estime de soi quand on est plus jeune. Au moment de la fertilité, il faudrait qu'on ait entre 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine. Ça fait entre 2h30 et 5h. On a différentes choses qui jouent sur notre fertilité au niveau de l'activité physique. On va parler de stress oxydatif, on va parler de sensibilité à l'insuline, que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qui explique qu'on a besoin de plusieurs types d'activités physiques. On a besoin de l'intensité légère, mais l'intensité légère, c'est plutôt pour lutter contre le stress, pour essayer d'oublier nos soucis, de passer du bon temps. Les séances intenses, elles sont importantes pour le cardio, mais trop de séances intenses, ça va jouer sur notre fertilité. Donc c'est important d'avoir vraiment un mix de toutes les activités physiques. Je demande à mes patientes d'avoir un renforcement musculaire 2 fois par semaine, parce que c'est ça qui va jouer le plus sur la sensibilité à l'insuline, et donc sur la qualité de nos cycles et la qualité de nos ovulations. Et diminuer le temps passé assis, ça je l'écris tout le temps partout parce que c'est hyper important. Pendant la grossesse, l'activité physique, alors on a longtemps dit ça c'est bon, on recule sur ça, on entend partout qu'on peut bouger pendant sa grossesse. Et oui, on peut bouger pendant sa grossesse. Les recommandations, elles parlent de 150 à 180 minutes par semaine, d'intensité modérée, parce que sur tous les papiers qui sont sortis sur l'activité physique pendant la grossesse, ils étudient que l'intensité modérée. On a des petits problèmes éthiques à faire des grosses séances de fractionnés à nos femmes enceintes. Donc, dans les papiers, c'est vraiment l'intensité modérée, répartie sur au moins 3 séances par semaine et lutter contre sa sédentarité aussi. Ça va jouer sur la grossesse en elle-même, sur le bien-être de la maman, sur la qualité de l'accouchement et sur la santé de bébé plus tard. Il y a plein de papiers qui sortent, ça diminue le diabète gestationnel, ça diminue la pré-éclampsie, ça diminue même le temps de travail pour les nullipares, pour les premières grossesses en salle d'accouchement, ça diminue le risque de césarienne et ça lutte contre surpoids et obésité de bébé plus tard. Au niveau de la périménopause, ménopause, l'activité physique, je pense que
s'il y a un moment de la vie où il faut choisir quand est-ce qu'on met nos patientes à l'activité physique, c'est vraiment celui-là, pour plusieurs raisons. Pour le risque d'ostéoporose, on en a parlé. Donc, je ne l'ai pas dit pour nos jeunes, mais quand on parle de santé osseuse, on a besoin de sports qui ne sont pas que portés. Le vélo, c'est super, la natation, c'est super, mais pour la consolidation osseuse, ça marche très très mal. Donc nos jeunes qui font que de la natation, c'est très bien, elles peuvent continuer de faire de la piscine, mais faire du renfort, de la course à pied entre leurs entraînements, c'est ça qui va être le mieux pour leur capital osseux. À la ménopause, c'est pareil, et j'ai besoin de renforcement musculaire plus à la ménopause, parce qu'on a une fonte de la masse musculaire en périménopause, ménopause, qui amène vraiment des patientes à être moins indépendantes et moins autonomes. À partir d'un certain temps, après 65-70 ans, il va aussi falloir mettre dans notre semaine des exercices d'équilibre, de mobilité, pour jouer sur le risque de chute et sur l'autonomie à la maison. Donc là, j'ai parlé de physiologie. Je vous parle rapidement de la pathologie. Mon grand cheval de bataille en ce moment, c'est de remettre mes patientes qui ont de l'endométriose en mouvement. L'endométriose, c'est une pathologie, il n'y a pas que ça en pathologie pelvienne douloureuse, mais c'est quand même celle qu'on connaît le mieux. C'est une pathologie qui fait que nos patientes, elles sont centrées sur leur douleur pelvienne, sur leur pelvis, et elles se portent vraiment comme ça, un petit peu prostrées, un peu centrées sur leur pelvis, qui fait qu'elles ont un pelvis qui est complètement immobile, avec des contractures, avec des douleurs qui s'engrainent en fait, qui font que s'amplifier. Les remettre en mouvement, alors c'est complètement contre-intuitif pour nos patientes, elles ont beaucoup de mal à y aller, mais les remettre en mouvement, ça veut dire les réautonomiser, faire en sorte qu'elles gèrent mieux leur douleur et faire en sorte que leur quotidien soit amélioré. Pour le coup, les remettre en mouvement pour mes patientes douloureuses chroniques, ça passe toujours soit par un kiné, soit par un EAPA, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées tous les jours, elles ont besoin d'avoir des exercices qui sont modulés en fonction de comment elles se sentent. On favorise la régularité. Là, dans les nouvelles recommandations, pas plus de 2 jours consécutifs sans activité. C'est énorme, hein. Avec plutôt 3 à 5 séances par semaine du coup. Le but, c'est pas qu'elles soient suivies par une kiné ou une UAPA toute la vie, c'est vraiment de les remettre en mouvement, de les réautonomiser pour que derrière, elles puissent être redispatchées dans les activités physiques qu'elles ont envie de faire. L'activité physique, ça a un rôle anti-inflammatoire, ça libère des analgésiques endogènes, et donc ça permet vraiment d'améliorer leur quotidien. Pour toutes ces situations, j'ai des petits guides que je donne à mes patientes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Pour le coup, ça a été fait par le ministère des Sports et l'ONAPS. Ils sont vraiment très très chouettes. Ça permet un petit peu d'appuyer mes dires sur ce que je raconte en consultation. J'en ai un pour la grossesse, qui est hyper chouette. Il y a des activités, il y a des exemples d'activités dedans, il y a des exemples d'exercices, des exercices qui sont bien pour le périnée. On a la même chose pour l'endométriose, donc ça me permet vraiment d'avoir un papier un peu officiel pour leur dire, il n'y a pas que moi qui dis qu'il faut bouger quand on a de l'endométriose. Et le dernier né, c'est celui-là, sur la ménopause, périménopause, qui est vraiment hyper chouette. Maintenant, ça fait partie de mes consultations type, quand je parle à mes patientes de périménopause, ménopause et que je leur dis il faut se mettre au sport, madame, nanana, je mets ça avec ces ordonnances et comme ça permet vraiment d'avoir un support. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, merci. Je vais finir cette soirée par un petit mot de conclusion, mais très court. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu. J'ai conscience du travail que ça vous a demandé pour cette présentation, mais c'était très, très riche. Merci encore d'y avoir contribué. Et du coup, juste pour finir, voilà, ça c'est une projection du nouveau bâtiment que vous avez dû voir en construction, donc du nouveau centre Henri Becquerel, Becquerel 1,
où va y avoir donc une salle d'activité physique qui sera au niveau 0, qui sera mutualisée avec la ville de Rouen. Donc nous, on aura forcément un rôle à jouer au sein du centre, et c'est un peu à l'image de cette soirée. Là, on a voulu du coup, avec le docteur Rigal, inviter tous les partenaires avec qui on construit tous les jours au quotidien pour les parcours des patients. Merci encore aux patientes aussi d'avoir témoigné sur votre trajectoire de soins où l'activité physique a fait partie. Et du coup, dans cet espace-là, on aimerait être une vitrine pour tous les dispositifs que vous portez en tant qu'association sportive, Maison Sport Santé, les dispositifs aussi portés par le Régio Onco-Normandie. Donc voilà, on reviendra vers vous à la suite de cette soirée et dans les mois à venir pour construire ensemble du coup une vitrine dans ces nouveaux locaux à Becquerel et continuer les liens qui ont fait que cette soirée a été possible. Merci aussi à vous tous dans la salle d'avoir été si nombreux. Et est-ce qu'on a le temps, Anne, pour quelques questions Est-ce qu'il y a quelques questions avant que je passe la main pour vous présenter les prochains rendez-vous Becquerel? Allez-y. Merci. Je fais partie de ces vieux médecins et je dois dire que je suis admiratif dans la mesure où vous trouvez des patients qui choisissent et qui décident, qui ne subissent pas. Je trouve ça absolument fondamental. Deuxièmement, j'aurais bien aimé demander à notre confrère, et c'est peut-être pas l'objet, de nous expliquer le rôle de l'activité physique sur IL1, IL6, TNF-alpha. J'ai un petit peu de mal à comprendre ça, parce que la biochimie, c'est très loin chez moi. Oui, je ne suis pas un expert non plus, mais on pourra en parler après si vous voulez, parce que je ne pense pas que ça soit un sujet qui soit un peu compliqué, mais je ne veux pas me dérober, mais on en parlera après. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, j'avais une question pour Maëlle. Est-ce que tu sais à peu près sur les 30 semaines le taux de présence et d'absentéisme en fonction de comment se sentent les patientes? Ouais, tout à fait. Sur les 30 semaines, les filles sont pas, obligées d'être là. Nous, notre rôle avec les encadrants, c'est d'inciter à l'assiduité. Et après, à chaque fois, je prends le taux de présence. À chaque fois, je prends les présences. Donc, on est à peu près, de toute façon, historiquement, on est à peu près à 50% de présence, globalement. Et puis, d'une année, c'est peut-être 55, l'autre, ça va être 46. Voilà, on est à peu près à ça. Et c'est pour ça que on propose 3 fois par semaine, puisque en fait les raisons des absences, c'est une fatigue qui peut être vraiment très très importante. Et c'est ce que je leur dis au démarrage, quand la fatigue est trop importante et qu'elles se mettent en danger pour prendre la voiture, c'est même pas la peine de venir. Mais une fois sur place, il y a du covoiturage ou des transports en commun, nous on va adapter l'activité. Des absences dues au rendez-vous aussi, qui peuvent être en parallèle, dues aux soins directement, et puis des absences, on en a aussi dues à la reprise du travail, des fois qui peut arriver. Donc là, elle voit en fait à voir si le travail peut s'organiser autour des activités qu'on propose. Et voilà, en tout cas, ce constat, le fait d'avoir 3 séances par semaine permet un peu de contrer cet effet-là d'absence. Comme tu le dis, la reprise du travail, c'est vraiment un moment charnière, parce qu'on voit des patients qui se mettent en activité, qui, entre guillemets, jouent le jeu pendant tout le temps de l'arrêt maladie. Et c'est vrai que le retour à la vie professionnelle, c'est un moment de particulier, et je pense que c'est là où il faut peut-être qu'on réfléchisse les choses de manière encore un peu différente, accompagner, parce que c'est vrai que c'est... on le voit, on arrive aujourd'hui à sensibiliser pas mal de monde, même s'il y a encore des progrès, même si j'ai des confrères et des consoeurs qui, vous l'avez dit gentiment en aparté, mais donnent pas forcément l'information. Encore une fois, c'est une affaire de tous et de toutes, les soignants. Clairement, je crois que chacun va avoir un message qui va être différent et qui va porter différemment pour sensibiliser, pour entraîner la motivation nécessaire. Et puis, une fois que c'est mis en route, je crois que déjà, on a gagné en partie.
Et c'est vrai qu'après, eh ben, la période où on arrête les traitements spécifiques, on repart dans la vie d'avant, mais qui n'est pas tout à fait la vie d'avant, mais encore autre chose. Là, clairement, c'est quelque chose sur lequel nous on réfléchit, parce qu'on s'aperçoit que là, il y a des personnes pour lesquelles c'est difficile, et voilà, et ça s'entend. Voilà, c'est clairement un sujet de préoccupation. De toute façon, c'est notre problème en ville aussi, c'est le manque de temps. Hein. C'est pour ça que c'est le premier frein, de toute façon. Premier frein, tout à fait. Pas d'autres questions, sinon, voilà, après, on sera à disposition après. Oui, une petite dernière. Est-ce qu'il y a des études pour les personnes qui sont génétiquement exposées au cancer? Spécifiquement, je n'en connais pas. C'est vraiment que c'est un probablement qu'il y en a dans les études dans lesquelles il y a des patients qui participent aux essais, que ce soit cancer du sein, cancer du côlon, parce que beaucoup d'études ont été faites dans le cancer du sein historiquement et aussi dans le cancer du côlon, mais pas que. Aujourd'hui, voilà, on voit des données dans différents types de cancers. Et donc là, quand vous parlez de prédisposition génétique, alors plus cancer du sein ou cancer du côlon, moi j'ai pas d'idée. Je pense qu'il y en a dans les études, mais que c'est pas un sous-groupe qui a été identifié. J'ai pas la connaissance, mais j'ai jamais vu d'études dans. Voilà, il y en a peut-être, mais j'ai pas cherché. C'est une bonne question. Du coup, Laurence, tu veux passer? Oui, merci infiniment pour ce rendez-vous Becquerel vraiment passionnant. C'est le dernier du semestre. On va prendre un peu de congé, enfin non, pas vraiment, mais on va se retrouver au mois de septembre surtout pour plusieurs rendez-vous d'affilée. Donc on aura la prévention et la prise en charge des cancers gynéco, on aura la prise en charge des séquelles aiguës en cancérologie. Alors il y a une inversion de date, hein. Le premier sera le 22, le deuxième sera le 15. Puis on embrayera sur le Octobre Rose avec un rendez-vous sur la scénologie. On parlera pneumo. Et en fin d'année, on parlera d'oncosexualité. Voilà, on vous espère encore nombreux sur ces prochains rendez-vous. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci pour ces témoignages. Bravo Élise pour ce rendez-vous. On peut se retrouver au premier étage pour continuer les échanges.